Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de pouvoir introduire ce symposium Présage, qui sera consacré donc aux travaux d'une étude qui a débuté en 2019 et qui a été interrompue assez rapidement d'ailleurs par la Covid et qui a été vraiment opérationnelle à partir de 2021. Donc, je vais commencer par introduire le cadre conceptuel de cette recherche. Et ensuite, il y aura deux autres interventions, celle de Baptiste Pertuis, qui est actuellement doctorant CIFRE en collaboration avec l'entreprise Ago, et Alexandre Dalibo, qui est un des cofondateurs de cette entreprise. Nous avions aussi prévu l'intervention de Michael Lenné, chercheur au sein du NIMH, mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Je vous dirai quelques mots de, de sa contribution tout à fait essentielle à ce projet, à cette étude. Alors, je voudrais commencer par remercier tout particulièrement. Justement, je voulais te remercier, Marine, ainsi que toute l'équipe, Cynthia et Julie, pour l'organisation de cette journée scientifique et surtout pour votre soutien et votre accompagnement constant depuis le début de cette recherche, Présage, depuis ses débuts. Donc, merci, merci infiniment. Merci à Valérie aussi, qui, aux côtés de Carole-Henri Duguay, a vu les débuts de ce projet. Alors, ce projet il a été rendu possible grâce au soutien initial de la CARSAT Normandie, représentée par Jean-François Capot-Canelas, et de Jean-Pierre Blanchère, qui était directeur du pôle de compétitivité TESS du département Isentier. Et c'est vraiment grâce à leur soutien initial qu'on a pu fédérer derrière des soutiens, notamment de la région au travers des fonds FEDER et aussi de mécènes au travers de la Fondation Caen Normandie Santé, qui est aujourd'hui la fondation du CHU de Caen. Présage, c'est une étude, une recherche qui s'intéresse, qui s'inscrit dans une approche vraiment fonctionnelle du vieillissement cérébral. L'idée, c'est de faire du mouvement une véritable fenêtre sur l'état neurocognitif de la personne et de fournir sur le terrain des biomarqueurs, notamment moteurs, on va le voir, qui puissent être utilisables, actionnables en première ligne. Cette ambition, elle va être illustrée aujourd'hui au travers de deux regards complémentaires, celui donc de Baptiste, qui va restituer les premiers résultats scientifiques issus de cette étude pour tout le volet comportement de présage, et ensuite Alexandre, qui va montrer comment ces biomarqueurs moteurs peuvent être traduits en outils concrets intégrés dans les parcours de soins. Alors, on sait que, effectivement, avec le vieillissement, l'âge est le principal facteur de risque. Ça nous a été rappelé, la projection est de 40% de cas dans les 20 prochaines années. Il n'y a pas d'action spécifique. Et donc, face à cet enjeu, Présage s'inscrit vraiment dans l'axe 2, c'est-à-dire prévenir et repérer le plus tôt possible. Alors, l'idée est vraiment de s'appuyer sur la première ligne et d'inscrire ces marqueurs fonctionnels dont je vais vous parler au niveau de cette première ligne. Alors, pourquoi la première ligne? Parce que on sait aujourd'hui qu'il y a toujours un délai diagnostique et que si on agissait plus tôt, on pourrait éviter un cas sur deux en agissant sur ces facteurs de risque modifiables. Donc l'enjeu, il est vraiment important de pouvoir identifier ces marqueurs précoces
et les rendre directement déployables en première ligne. Alors, du coup, pour appréhender ces mécanismes du déclin cognitif, il est intéressant d'étudier l'inverse. Précisément, c'est le vieillissement réussi, voire le super vieillissement. Alors, ce qui distingue vraiment les super âgés, les super agers, c'est notamment leur résistance, euh, leur résistance sélective à l'atrophie de la substance grise, et notamment, alors bien sûr dans les régions mnésiques, mais aussi dans cette étude qui a été faite donc par Gao Pascual au niveau du thalamus moteur et notamment du noyau ventral latéral. Et cette résistance sélective à l'atrophie de la substance grise dans cette région est particulièrement intéressante parce qu'au-delà d'être impliqué bien sûr dans les circuits moteurs, ce noyau thalamique a été associé aussi à une vitesse d'apprentissage plus rapide en mémoire épisodique. Et sur le plan fonctionnel et donc clinique, dans cette même étude, ils ont trouvé que parmi les facteurs les plus discriminants du statut de super âgé, ce qui ressort, c'est vraiment la vitesse motrice. Cette vitesse motrice, elle a été évaluée au travers d'un test fonctionnel connu qui est le Time Up and Go, donc un test fonctionnel de la marche et une tâche de finger typing. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette vitesse motrice, donc facteur discriminant de ce statut, et ce, indépendamment du niveau de pratique d'activité physique chez ces personnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, cette vitesse motrice, on peut la considérer comme un marqueur fonctionnel, global, synthétique de l'intégrité de ces réseaux cognitivo-moteurs. Alors au-delà de cette résistance structurelle du super âgé, du super agers, il y a aussi cette revue systématique très intéressante de Gaudois en 2022 qui montre qu'au-delà de cette résistance structurelle, il y a aussi une meilleure connectivité fonctionnelle chez ces personnes, notamment du réseau du mode par défaut et du réseau de science, avec une connectivité qui est comparable à celle de jeunes adultes. Alors, donc, on a cette résistance structurelle, on a cette meilleure connectivité fonctionnelle et également, Gao Pascual, après la vitesse motrice, parmi les facteurs les plus discriminants vient la santé mentale, avec des niveaux d'anxiété et de dépression bien plus faibles chez les super-agers. C'est le deuxième facteur le plus discriminant du statut de super-âgé, donc juste après la vitesse motrice. Donc finalement, si je synthétise un petit peu ces résultats, il y a vraiment, finalement, ce super vieillissement serait une résultante d'une synergie neurobiologique qui se traduit par une résistance structurelle sélective, donc dans des régions, on a vu, qui sous-tendent en particulier le système cognitivo-moteur, donc l'attention, la mémoire, le contrôle du mouvement, et une connectivité fonctionnelle renforcée. Et sur le plan comportemental, phénotypique, sur la signature phénotypique, une vitesse motrice qui est préservée, qui est élevée, et une moindre vulnérabilité, notamment sur le plan de la santé mentale. Vous avez ici le graphique qui représente effectivement les variables les plus contributives dans la prédiction du statut du super âgé. Alors, donc cet équilibre, précisément, commence à se rompre avec le syndrome du risque cognitivo-moteur. Ce syndrome du risque cognitivo-moteur, c'est un syndrome qui a été décrit par Joe Verghese en 2013 et qui se caractérise par l'association d'une plainte cognitive subjective
un ralentissement de la marche en l'absence de troubles neurocognitifs majeurs et une autonomie qui reste préservée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pris isolément, la vitesse de marche ralentie et la plainte cognitive, c'est ça en fait, et la plainte cognitive subjective sont des prédicteurs des troubles neurocognitifs. Toutefois, quand on associe ces deux précurseurs, eh bien, on multiplie par 2 à 3 fois le risque de développer des troubles neurocognitifs majeurs. Alors, c'est aux alentours, le risque est de 3 pour la maladie d'Alzheimer. Il est beaucoup plus important pour la démence vasculaire. Dans l'étude initiale de Joe Verghese, le risque est de 12 fois, donc un facteur de 12. Donc, alors, il y a une revue de littérature de Zhao de 2025 qui est vraiment intéressante parce qu'elle synthétise la littérature et montre que finalement, ce risque cognitivo-moteur, alors je ne l'ai pas dit, ce risque cognitivo-moteur, il n'est pas que prédictif des troubles neurocognitifs majeurs, comme la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire, mais il y a aussi la maladie de Parkinson et d'autres formes. Elle est aussi prédictive de fragilité, de morbidité, de perte d'autonomie. D'accord? Donc, c'est vraiment une vulnérabilité globale. Et dans cette revue de Zhao, il montre très bien que ce syndrome MCR, comme l'illustre cette figure, c'est vraiment la résultante d'un déséquilibre progressif qui s'opère entre les facteurs protecteurs et les facteurs de risque. Alors, du côté des facteurs protecteurs, je sais qu'on vous en a parlé donc, ce matin. Donc, mais voilà, effectivement, la pratique d'activité physique, une alimentation équilibrée, l'engagement social, clairement vont soutenir la neuroplasticité. Puis à l'inverse, on va avoir ces facteurs de risque qui vont fragiliser le système, notamment la multimorbidité métabolique, donc avec toute la problématique de l'inflammation chronique de bas grade, les atteintes vasculaires. On a aussi les déficits sensoriels, la douleur qui vont faire que finalement le fonctionnement du système va être plus coûteux en ressources attentionnelles et ce de manière persistante. Donc tout ça, ça va clairement fragiliser ce réseau fronto-sous-cortical et prémoteurs qui soutiennent les fonctions cognitives et notamment les fonctions exécutives, mais aussi la régulation du contrôle de la marche. Alors, ici, nous avons représenté les publications sur ce syndrome MCR et on les a comparées par rapport au volume de publications sur le trouble neurocognitif léger. Et on voit que, eh bien, une différence d'environ d'un facteur 100. Donc, ça reste un syndrome qui reste relativement peu étudié. Et ici, c'est toute publication confondue. Alors, si on s'intéresse vraiment au volet cognitivo-moteur, il y a bien moins de publications et la littérature est assez hétérogène, du coup, sur les approches pour étudier l'interaction entre cognition et motricité. Alors, il y a une difficulté majeure, d'ailleurs, dont j'avais discuté avec le docteur Olivier Martineau il y a quelques temps, quand on débutait cette étude, c'est la difficulté de repérer une vitesse de marche ralentie. Parce qu'évidemment, le patient va plutôt se plaindre, soit de sa mémoire ou d'autres aspects, mais va rarement venir, la vitesse ne va pas être vraiment la porte d'entrée. Et surtout, c'est quelque chose que la personne va plutôt ne va pas percevoir ou attribuer au vieillissement, au vieillissement. Et du coup, les travaux de Cheng sont très intéressants de ce point de vue parce que dans son étude, il démontre que ce qui discrimine le plus les personnes qui présentent un syndrome du risque cognitivo-moteur
de personnes âgées saines ou de personnes qui présentent une plainte cognitive isolée ou une vitesse de marche ralentie isolée, c'est la confiance en l'équilibre. Et également, le deuxième facteur, c'est la résilience perçue. La résilience face à des situations stressantes, telles qu'évaluées par des auto-questionnaires. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut se dire, du coup, peut-être que, pardon, c'est ici, dans ce repérage du syndrome MCR large échelle, l'association, en plus de la plainte cognitive, de venir évaluer cette plainte motrice comme la confiance en l'équilibre, mais aussi cette résilience perçue, on l'a vu, la résilience perçue, la santé mentale et la résilience perçue sont des éléments très importants et qui seraient facilement déployables à très grande échelle. Alors, du coup, ça nous amène un petit peu, pardon, à peut-être, c'est une suggestion bien sûr, mais de repenser finalement le repérage avec un tout premier niveau qui est vraiment effectivement le vécu subjectif du patient, mais orienté sur le volet cognition, motricité et résilience perçue. Et c'est sur ce second niveau 2 qu'on travaille avec Baptiste et l'entreprise Ago, qui sont les marqueurs fonctionnels qu'on va pouvoir déployer en première ligne avec l'appui de tous les professionnels de santé, les médecins, les kinés, les ergothérapeutes, les professionnels en APA, les professionnels du mouvement, où on va pouvoir évaluer notamment la marche. Je vais vous en dire quelques mots. Donc, au-delà de la vitesse, parce que la vitesse, effectivement, je le situerai plus la vitesse sur ce niveau 2 que sur le niveau 1, parce que c'est un marqueur fonctionnel de l'état de santé de la personne. C'est le 6e signe vital. Donc, les travaux de Studienski et Baptiste en dira quelques mots aussi tout à l'heure. Et ensuite, bien sûr, le niveau 3, bien sûr, qui est le parcours spécialisé avec les biomarqueurs de précision. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est que effectivement, cette vitesse de marche est un marqueur qui est assez global. Et l'approche qui a été adoptée dans Présage, c'est que pour véritablement interroger, utiliser le mouvement en tout cas comme fenêtre sur l'état de santé neurocognitive, l'idée est de venir challenger le système en le plaçant dans des situations contraignantes. Donc pour cela, c'est-à-dire qu'évaluer la marche sur le sol, bien sûr c'est écologique, mais le problème de cette approche, c'est qu'on ne va pas challenger suffisamment la contribution cognitive à la marche. Alors l'idée ici a été de positionner la personne donc face à une contrainte déjà qui est motrice, puisque la personne marchait sur un tapis roulant. Donc ce tapis roulant, cette marche était à vitesse préférentielle. Cependant, la vitesse était fixe. D'accord ? Il n'y avait pas de possibilité de moduler la vitesse pendant la marche. Donc c'est une contrainte motrice et le système doit s'organiser pour répondre à cette contrainte motrice. Et donc, les travaux de Baptiste, dans le cadre de sa thèse, va vous démontrer que rien qu'avec une contrainte motrice qui est la marche sur le tapis roulant, on peut dégager un phénotype du syndrome MCR. On est allé plus loin. On a demandé ensuite aux participants de réaliser une tâche cognitive concomitante avec 3 niveaux de difficulté. Donc, c'est une tâche qui est inspirée d'une tâche Stroop. Donc, sur le premier niveau, il s'agit simplement de lire le mot. Sur le deuxième niveau, de dénommer la couleur avec laquelle le mot est écrit. Et sur le troisième niveau, il faut alterner entre les 2 consignes en fonction de l'indice qui était carré ou losange. Donc là, on a clairement une implication des fonctions exécutives, notamment de l'inhibition, de la flexibilité et de la mémoire de travail.
Alors, donc, l'idée, c'est que on va, grâce à ce protocole, j'ai oublié de le dire, venir vraiment interroger la capacité du système locomoteur à s'organiser ou se réorganiser face à une contrainte. Et pour pouvoir s'organiser ou se réorganiser, cela fait nécessairement appel à des ressources exécutives, cognitives. Et c'est dans cette capacité de réorganisation et d'adaptation qu'on va trouver la signature de ce syndrome MCR. Alors, pour réaliser, on a ici tout le consortium Présage, qui est un consortium pluridisciplinaire qui associe des expertises en neuroimagerie, en neuropsychologie, en sciences du mouvement, en sciences du numérique, également en chronobiologie. Et ce consortium nous a permis vraiment d'articuler les mécanismes cérébraux avec les processus cognitifs et moteurs, mais également avec les comportements en vie quotidienne et la prise en compte de facteurs psychosociaux dans les mécanismes de compensation. Alors, Michael travaille beaucoup avec nous sur le rôle des interactions sociales et notamment la qualité de ce réseau social. Donc, on a tout un travail sur ce volet-là avec lui. Et donc, on va surtout aujourd'hui parler du volet réalité virtuelle, auquel nombreux jeunes chercheurs ont contribué. Vincent Cabibel, qui était avec nous postdoctorant et qui, avec Rémi Lélier, ont recueilli les données au sein de la salle immersive du CIREV. Et actuellement, Julien Rossato et Baptiste Pertuis qui exploitent ces données ensemble pour en dégager les biomarqueurs moteurs. Et donc, je vais laisser la parole à Baptiste pour présenter ses travaux sur le volet moteur de cette étude. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Leslie, pour cette transition et je remercie également le Gérontopole pour me laisser l'occasion de présenter un peu mes résultats de thèse au final. Les premiers résultats sur ce projet Présage. Donc, ça va être très expérimental. Vous allez voir des graphiques un peu très expérimentaux. Et donc, pour commencer, j'aimerais donc revenir sur ce que disait Leslie sur le syndrome du risque cognitivo-moteur. Donc, effectivement, c'est l'association de deux symptômes de manière générale. Donc, une plainte cognitive subjective et une vitesse de marche ralentie. Et j'aimerais m'attarder un peu plus sur cette vitesse de marche, en fait, car dans la littérature, il a été montré beaucoup de choses sur la vitesse de marche initiale d'une personne. La première chose qui peut être dite, c'est qu'elle a été désignée comme étant le 6e signe vital après la fréquence cardiaque ou encore la température du corps, donc en 2015. Et là, comme vous le voyez sur le graphique juste à votre droite, votre vitesse de marche est associée à votre espérance de vie médian à partir d'un certain âge. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est des grosses études sur plus de 35 000 individus. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes à prendre en compte quand on fait ces recherches-là. Le problème étant que la vitesse de marche, c'est un macro indicateur, en quelque sorte. On peut réduire notre vitesse pour un très, très grand nombre de raisons. Si on a mal à la jambe, si on regarde notre téléphone pendant qu'on marche, en fait, on va avoir une vitesse de marche ralentie. Et donc, ce n'est pas du tout spécifique d'un trouble ou de quelque chose qui pourrait mal aller. Parce que en fait, la marche, c'est une activité qui est complètement hyper complexe, qui résulte donc de la coordination de nombreux sous-systèmes qui peuvent être donc neuromusculo-squelettiques, cognitifs, vestibulaires, etc., etc. Il s'en passe, il y en a plein. Donc, c'est vraiment un macro indicateur, une macro variable de notre fonctionnement global. Donc, la vitesse de marche seule ne permet pas, en vrai, au final, de caractériser et d'identifier des atteintes motrices sous-jacentes.
On va se concentrer plutôt sur la littérature. Au-delà de la vitesse de marche, il y a beaucoup de choses. On a la chance d'avoir une littérature qui est très, très riche sur l'analyse du mouvement en général. Je vais essayer de vous résumer quelques informations extraits de la littérature sur comment est-ce qu'on peut analyser le mouvement et donc forcément la marche, parce que c'est notre domaine d'expertise. Donc, de manière générale, quand on étudie la marche, on a trois grands paramètres, en quelque sorte, qu'on peut extraire. Des paramètres cinétiques, qui sont plutôt les études des forces, les forces appliquées au sol. Les paramètres cinématiques, qui sont là plutôt, de manière générale, l'étude du mouvement dans son sens, de l'étude des angles articulaires, des déplacements des différents membres dans l'espace. Et à côté de ça, on a quelque chose qui est beaucoup plus avec des données discrètes, donc des paramètres spatio-temporels, assez typiquement la vitesse de marche, la longueur du pas, la durée du pas, des choses comme ça. Donc tous ces paramètres-là, en fait, au final, nous donnent des séries temporelles, assez simplement. Et il y a, en tout cas, de manière analytique, trois façons de regarder une série temporelle. On a premièrement les façons plutôt linéaires, avec donc des moyennes et des écarts types, donc moyenne et variabilité. Et ce qui est un peu moins utilisé de manière générale et qui est vraiment beaucoup plus cantonné à la recherche, c'est plutôt la structure temporelle de ces séries temporelles au final. Car vous voyez, en fait, elles ne sont pas juste des traits, ça fluctue au cours du temps. Et donc, fort de toutes ces informations-là, il y a beaucoup d'aspects de la littérature et j'en ai mis deux ici sur lesquels on s'est vraiment concentré dans le cadre de l'analyse du mouvement. C'est premièrement au-delà de juste regarder la vitesse de marche, de regarder la marche comme étant des différents domaines, à savoir que donc on a une allure, une vitesse de marche, mais on a aussi un rythme qui est associé à cette allure. On a une asymétrie ou une symétrie. On a une certaine variabilité qui est associée. Donc en fait, la marche peut être décomposée en plusieurs composantes, plusieurs domaines qui sont hyper intéressants à les regarder de manière individuelle pour pouvoir en fait comprendre comment est-ce que la vitesse de marche, au final, s'exprime au travers des autres domaines. Et deuxièmement, et donc ça fait très référence à la partie structure temporelle, en fait, on a donc tout ce pan de la littérature qui est très, très, très riche, mais très peu utilisé sur l'analyse plutôt de la structure temporelle de ces séries temporelles et qui donne vraiment des informations sur la façon dont on régule notre pas, donc pas à pas, en fait, c'est regarder vraiment comment d'un pas à l'autre, notre marche est régulée. Donc, on a toutes ces informations-là qui sortent de la littérature. Pour vous donner un peu l'information, le fait d'avoir toutes ces informations-là, ça nous permet d'avoir en tout cas de caractériser ce qu'on appelle une véritable signature motrice de pathologie. Je vous ai mis deux exemples avec la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, mais je vous ai mis également un papier qui est très intéressant, en tout cas que de mon côté j'ai trouvé très intéressant, qui fait plutôt pas mal référence à ce que je vous ai dit juste avant, donc de Peruccini-Faria en 2021, qui a montré en fait des altérations spécifiques sur des domaines de marche, donc le domaine du rythme, de l'allure, de la variabilité et du contrôle postural, selon les pathologies neurodégénératives qui peuvent être présentes, typiquement la maladie de Parkinson. Donc, il y a juste de la plainte cognitive subjective, du MCI, de la démence frontotemporale, Alzheimer, etc., etc. Et chose hyper intéressante, en tout cas à mon sens, quand on vient regarder différents stades possibles de la maladie de Parkinson, on voit que la signature motrice évolue. Et donc là, selon les atteintes cognitives associées, la signature motrice des participants a évolué, donc avec forcément une énorme augmentation de la variabilité, etc., etc. Donc c'est des choses qui sont hyper importantes et hyper intéressantes à regarder et vraiment d'aller voir et d'aller chercher cette signature motrice nous permet justement de pouvoir détecter des pathologies telles que celle-là. Et justement, j'en viens au syndrome MCR. Actuellement, dans la littérature, ils ont en tout cas vu que le symptôme diagnostique du MCR, c'est la vitesse de marche ralentie. On n'a pas été très très loin au-delà de ça. Donc, le MCR a été étudié qu'au niveau de l'allure. Donc, c'est l'une des limites de la littérature actuelle. À côté de ça, donc il n'y a rien du tout, honnêtement, sur la structure temporelle ou en tout cas l'organisation de la marche chez les personnes qui ont le syndrome MCR. Donc ça aussi, c'est un gap de la littérature. Et comme ça vous l'a été rappelé plusieurs fois lors des présentations, le fait de pouvoir prendre en charge et de repérer précocement ce genre de syndrome qui peut apparaître jusqu'à 7 à 12 ans avant la survenue des premiers symptômes, c'est hyper important, hyper intéressant pour pouvoir agir sur des facteurs de risque modifiables. Donc l'objectif, en tout cas de l'étude que je vais vous présenter, ça a été de caractériser justement cette signature motrice
associés au syndrome MCR. Un petit peu de méthodologie. On repart donc du consortium Présage, pour lequel on avait donc 77 participants en contrôle et 20 participants présentant le syndrome MCR. On a donc extrait de chacun de ces participants donc 37 variables, qu'elles soient linéaires ou non linéaires. Et nous, on les a regroupées ensuite en 10 domaines spécifiques, en se basant sur ce qui avait été proposé dans la littérature et ce que j'ai pu vous proposer tout à l'heure aussi sur cette introduction. Donc, parmi les domaines, il y a donc forcément l'allure, le rythme, les phases de marche, le contrôle postural, la symétrie et la variabilité. Tout ça, c'est plus ou moins le côté gauche de graphique de tout à l'heure, les analyses linéaires. Et à côté de ça, on a les parties plutôt analyse non linéaire avec la régulation du pas, prédictibilité et les différents types de stabilité, qu'elles soient à court terme ou à long terme. Ça, c'est les choses un peu plus sur le côté non linéaire. Fort de toutes ces variables, de ces 37 variables extraites, on a décidé de s'orienter vers une méthodologie basée sur l'intelligence artificielle. Je vais essayer de vous la présenter assez globalement pour ne pas trop vous perdre. L'idée étant que donc, pour chacun des domaines, donc chacun des 10 domaines qu'on avait, on est venu proposer à notre modèle d'intelligence artificielle, donc il y a un détecteur d'anomalies. L'idée étant que ce détecteur d'anomalies va donner un score d'anomalies à chacun de nos individus pour dire en fait, pour informer sur la distance par rapport à une base normative. Comment ça fonctionne? L'idée première, c'est qu'on propose au modèle des individus sains, tout simplement, pour lesquels on sait qu'ils n'ont pas, en tout cas, a priori, pas d'atteinte motrice sur les domaines. Le modèle va venir créer un espèce de grand cercle, en quelque sorte. Bon, c'est imagé, hein. Bien sûr, ça ne se fait pas forcément comme ça dans la computation, mais il va créer en fait une base normative qui va essayer d'optimiser au maximum en son centre pour avoir en fait des scores les plus minimales, oui, par rapport au centre. L'idée étant qu'il optimise le fait que les premières données qu'on lui a données sont des personnes normales et donc ont des scores d'anomalie normalement faibles. Derrière ça, on vient proposer au modèle des données qu'il n'a jamais vues et on vient regarder les distances qui sont effectives, c'est-à-dire à quel point est-ce que les données de notre individu pour un domaine sont loin du domaine, des personnes qui sont censées ne pas avoir d'atteinte. Et ça donne en fait la distance effective qui est possiblement une atteinte sur ces domaines-là. Ça, c'est pour la méthodologie en général. Donc, on l'a fait pour chacun des 10 domaines. Et l'idée étant qu'on avait donc 3 groupes de participants. On a splitté nos données en 3. Nos contrôles non appareillés, qui seront systématiquement représentés en vert, qui ont servi uniquement à l'entraînement du modèle et donc à affiner ce cercle autour d'eux-mêmes au final. Les contrôles appareillés, qui ont été appareillés aux participants MCR en âge, sexe, vitesse de marche et niveau d'éducation. Donc, la présence de ce groupe-là, elle n'est pas anodine. Elle permet déjà, d'une part, de voir si les données n'ont jamais été vues par les modèles. Ça, c'est pour vous donner l'information. Et en gros, elle permet de voir si nos modèles généralisent bien dans le sens où, vu qu'elles n'ont jamais été vues et que c'est normalement des personnes qui sont censées être saines, on est censé avoir des distances qui sont faibles, donc similaires aux distances qui sont de notre groupe vert. Et on a à côté de ça donc notre groupe de MCR, donc vous avez les caractéristiques ici. Chose peut-être importante et intéressante à regarder, premièrement, sur ces tableaux descriptifs, on voit ici que la vitesse de marche chez nos contrôles appareillés sont déjà inférieures. Donc nos contrôles appareillés ont déjà une vitesse de marche inférieure aux contrôles non appareillés. Donc, ils présentent déjà un des symptômes du MCR. Mais ils n'ont pas la pointe cognitive subjective. Donc, c'est intéressant à prendre en compte sur les résultats juste après. Et donc, voici les résultats principaux de l'étude. Vous avez représenté ici les scores d'anomalie en fonction donc, des différents domaines pour chacun des 3 groupes à chaque fois. Donc, le vert étant les contrôles qui ont servi à l'entraînement du modèle, donc des contrôles supposément sains. Les contrôles appareillés, aussi supposément sains, mais qui présentent aussi justement cette vitesse de marche ralentie quand même. Et nos MCR en rouge. Donc, vous avez comme premier résultat hyper intéressant et logique le fait que l'allure et les phases de marche diffèrent par rapport donc les petits A, c'est par rapport au vert et les petits B par rapport au jaune. J'ai oublié de vous préciser.
Mais en gros, l'allure et les phases de marche diffèrent chez nos participants appareillés et nos MCR. Chose assez logique quand on sait que donc ces deux groupes-là présentent de base une vitesse de marche ralentie. Et donc, ça se manifeste par une diminution, enfin, en tout cas une plus grande distance sur l'allure et sur les phases de marche. Chose très intéressante aussi à côté, sur plutôt donc la variabilité. On voit ici vraiment un décrochage de nos participants MCR, où là, on a vraiment des distances qui se créent, avec donc une plus grande, si on va un peu dans le détail des données, une plus grande variabilité de manière générale sur des séries temporelles, enfin des paramètres spatio-temporels plutôt axés sur les timings. Donc, on a une plus grande variabilité de manière générale chez nos MCR. Donc, c'est un résultat qui est aussi intéressant. Et à côté de ça, on a donc 3 des 4 mesures non linéaires qui donnent des informations aussi hyper intéressantes. On voit vraiment des gros décrochages de nos participants MCR. Et donc là, en fait, on a vraiment une genre de signature motrice qui commence à se créer, qui permet d'identifier réellement nos MCR par rapport à nos contrôles. Et donc, si je peux vous donner des petits take-home messages en revenant un peu sur les résultats. Donc, MCR et contrôle appareillé présente donc, comme je vous ai dit, une allure et une phase de marche diminuée, donc liée à une phase d'appui au sol plus longue. Et donc, c'est une stratégie qui permet de stabiliser au final un peu la marche et de la rendre beaucoup plus précautionneuse chez des personnes qui ont peut-être des problématiques de chute. Donc néanmoins, l'ensemble des mesures linéaires hors variabilité ne permettent pas de distinguer nos deux groupes qui ont juste une vitesse de marche, qui ont la même vitesse de marche, mais dont les MCR ont cette plainte cognitive subjective supplémentée. Et à côté de ça, on a donc la variabilité et les mesures non linéaires qui permettent de vraiment identifier et caractériser vraiment cette signature motrice du syndrome MCR. On a donc une signature motrice hyper intéressante, hyper impactante, qui est réellement caractérisée par rapport à des contrôles. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut par la suite proposer cette signature motrice de manière translationnelle sur la clinique. Et donc là, je vais laisser Alexandre poursuivre les discussions par rapport à ça. Bonjour à tous. Merci Baptiste pour l'introduction. Merci Leslie également pour l'introduction. Et enfin, merci au Gérontopole pour l'invitation. Ce qu'on a trouvé passionnant en fait du point de vue d'Ago dans ce qui vient d'être dit, il y a pour nous 2 points très importants. Il y a ce premier concept de signature motrice. On se rend compte qu'il y a beaucoup de potentiel en fait. Il n'y a pas besoin d'être expert pour se rendre compte que la manière dont une personne bouge en dit beaucoup sur son état fonctionnel et structurel. Quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, quelqu'un qui est de mauvaise humeur, tous ces états structurels et fonctionnels ont un impact sur sa manière de bouger. Et donc, on a tendance à, cliniquement, de manière empirique, à faire des analyses de mouvement pour savoir un petit peu, quel est l'état fonctionnel et structurel de la personne qu'on a devant nous. Mais l'idée, c'est de savoir si on peut aller plus loin. Et c'est là que cette problématique d'analyse du mouvement, d'analyse de la signature motrice, devient très intéressante. Le problème de ça, c'est que quand on va sur le terrain, justement, là, on était beaucoup dans quelque chose de fondamental, dans quelque chose en lien avec de la recherche aussi impliquée, mais quand on va vraiment dans les cabinets, on se rend compte que on se cantonne un petit peu à ce que disait Baptiste, on reste sur des indicateurs relativement globaux, typiquement la vitesse de marche. Et donc, il y a certains papiers qui ont un peu regardé par rapport au fait d'avoir un patient devant soi, quelle est la quantité d'informations qu'on arrive à récolter avec nos différents moyens d'investigation. Et on se rend compte que sur les tests de marche, en fait, on va accéder à globalement à peu près 20% des informations disponibles et qu'on a un énorme gap, 80% d'informations qui vont être complètement non exploitées. Donc, c'est très philosophique en général comme papier, mais ça veut vraiment dire que derrière, on a une problématique sur le terrain qui est l'accès à l'information, qui est, demain, je suis médecin, je suis kiné, je suis chirurgien, je suis paramédical, etc. Comment je fais pour aller justement chercher ces informations qu'on a sur le terrain? Donc ça, c'est la première problématique qu'on rencontre quand on va voir un petit peu ce qui peut manquer.
Et la deuxième, c'est une fois qu'on trouve peut-être un moyen de débloquer ce palier des 20%, c'est de se dire, OK, on est dans le cadre des maladies neurodégénératives. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, on en a parlé toute la matinée, c'est de chercher à faire de la prévention, à aller chercher ces informations le plus tôt possible chez les personnes. Donc, les tranches d'âge, c'est en général autour des 50 ans. C'est souvent l'âge qui ressort dans la bouche des experts. Et donc, en gros, ces personnes-là qui sont à 50 ans comme ça, un peu un carrefour entre la pathologie et le vieillissement normal, comment on peut venir les dépister en fait. Donc ça, on a un vrai défi. On a un vrai défi parce que ça a été aussi répété ce matin. Aujourd'hui, ces maladies neurodégénératives, c'est d'ailleurs ce qui est retranscrit dans le plan de la stratégie pour les maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, ces maladies, on ne sait pas les guérir. Quand le patient devient symptomatique, souvent, il y a des lésions irréversibles qui sont présentes. Et donc, on ne sait pas refaire du neurone. Donc, ce qui fait consensus, c'est de venir à pousser le plus possible ces détections pour repérer ces personnes-là et leur proposer des options. On en a vu plein ce matin qui sont prometteuses, il y en a encore plein d'autres. Et donc, ces professionnels de santé, si on vient leur dire qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être mises en place, il faut leur donner les moyens de pouvoir faire cette détection et leur donner le bon moment pour pouvoir le faire. Et ça n'a que des avantages. Alors pareil, ça je pense que vous connaissez un petit peu, mais je vais aller assez vite. Ça n'a que des avantages parce que ces maladies, elles sont évidemment hyper impactantes pour les patients eux-mêmes, ça, il n'y a aucun sujet. Elles impactent les aidants également, mais elles vont aussi impacter plus globalement toutes nos sociétés. Et ça a beaucoup de conséquences pour tout le monde. Et on se rend compte que quand on regarde un petit peu les chiffres, c'est quand il y a les symptômes qui sont présents qu'on a tous ces coûts-là qui vont avoir tendance à exploser. Donc, on a vraiment intérêt, ne serait-ce que d'un point de vue purement économique, c'est un peu cynique de le dire, mais c'est aussi une réalité qui, entre guillemets, joue dans notre sens. Et on a tout intérêt à faire cette prévention. Le deuxième intérêt, on en a aussi un peu parlé ce matin, c'est que de retarder, c'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir annuler, et il y a quand même de l'espoir aussi à ce niveau-là, de simplement venir retarder, ça peut faire la différence auprès de ces personnes. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser au maximum cette prévention, de trouver le bon moment pour pouvoir le faire, parce que ça reste avantageux pour absolument tout le monde. Et donc, on parlait du bon moment. Nous, ce qui nous a particulièrement intéressé dans les travaux de la professeure Leslie Decker et donc de Baptiste, c'est d'avoir un bon point de départ. Et le syndrome MCR, en fait, on le trouve très sexy sur le papier. Très sexy, pourquoi? Parce que il fait partie des entités cliniques les plus précoces quand on regarde un petit peu la littérature. Le MCI est souvent cité, le MCR beaucoup moins, on le voyait aussi tout à l'heure. Certains papiers disent qu'on peut des fois dépasser de 15 ans la survenue du MCI quand on va avoir du côté du MCR. L'autre chose qui est très intéressante, on parlait de phase symptomatique où on a des lésions qui sont irréversibles, on peut entre guillemets plus faire. On est justement sur un système nerveux qui n'a pas de lésion globalement importante et irréversible. Donc, on a cette capacité d'avoir une approche actionnable sur laquelle on peut faire la différence. Typiquement, alors on va en parler beaucoup dans le cadre d'Alzheimer, mais si on parle du côté de Parkinson, quand vous avez cette phase symptomatique, on estime que vous pouvez avoir jusqu'à 70% des neurones dopaminergiques qui sont détruits. Donc voilà, l'idée, c'est que quand même, on peut agir avant, et agir avant, c'est de trouver le bon moment, et le syndrome MCR semble tout à fait actionnable. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans une bonne dynamique. C'est-à-dire que le médecin seul face à un patient symptomatique, ça a peut-être fait un peu son temps. On est obligé d'élargir un petit peu les réseaux de collaboration et de réfléchir à peut-être mettre en place des parcours de soins coordonnés qui vont venir aligner en fait l'ensemble des acteurs clés de la chaîne de santé, avec donc les médecins, les paramédicaux, les pouvoirs publics et puis évidemment les industriels, parce que l'idée c'est que on doit tous fonctionner ensemble et c'est ça qui doit pouvoir faire la différence. Faire la différence parce que sur le MCR, l'autre effet intéressant, c'est que c'est a priori une des entités cliniques qui serait largement répandue chez les populations qui deviennent à risque et largement sous-diagnostiquées. On estime que dans certaines populations, on peut aller jusqu'à 33%, donc c'est absolument gigantesque. Je vous ai donné une comparaison pour si je ne vois plus trop mon deck, mais je crois que c'est pour le cancer du sein, oui, c'est ça. Voilà, on est sur des chiffres qui sont quasiment comparables en termes de santé publique. Donc, on est sur quelque chose qui peut être assez intéressant d'aller creuser. Donc, c'est pour ça que ça nous a beaucoup plu, ce syndrome MCR, et qu'on s'est dit que ces travaux qui étaient menés justement dans les universités, au sein des CHU, pouvaient vraiment avoir une portée pratique sur le terrain et que ça pouvait être poussé parce que c'était un point d'entrée qui était simple et qui pouvait nous permettre de passer à l'échelle assez facilement.
Et donc, comment on a travaillé et qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu justement faire un peu un état des lieux sur ce qui a été fait justement dans les laboratoires, qui a été mené avec brio justement par tout un tas de chercheurs, on en a vu plein aujourd'hui, mais qui avait une limite que je pense que vous connaissez tous, c'est qu'on n'a pas tous une salle comme ça dans nos cabinets pour faire du dépistage. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, la signature motrice, il y a quelque chose à aller chercher. J'ai pas, je sais bien coûte la salle, mais j'ai pas autant d'argent que ça pour investir. Donc comment on pourrait transposer ce qu'on voit à l'écran au cabinet du praticien, dans des structures coordonnées, etc. Donc ça a été notre premier défi. Et c'est ce qu'on a pu relever justement avec le travail des équipes AGO et les chercheurs avec lesquels on a travaillé, c'est qu'on est venu en fait entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle dont l'objectif était de venir se rapprocher le plus possible de la qualité des captures de mouvement qu'on pouvait avoir justement dans ces laboratoires. Donc on va pas faire exactement pareil, ça serait prétentieux pour nous de le dire, mais on s'en rapproche très fortement, ce qui fait qu'on garde une qualité quand même professionnelle, utilisable dans un contexte de soins. Et donc, la solution qu'on a construite, elle est basée sur 3 caméras. Au lieu d'avoir un gymnase bardé de caméras, vous allez avoir simplement 3 caméras positionnées autour du patient en train de marcher, donc comme ici une patiente avec son médecin, et qui vont venir filmer le patient sans capteur. C'est-à-dire le patient, sans mauvais jeu de mots, il vient comme il est, et on va venir en fait simplement lui demander de marcher. On ne va pas avoir à passer au moins 45 minutes à lui poser des capteurs réfléchissants, et on va pouvoir tout de suite faire la capture du mouvement, tout de suite démarrer comment le test. Le test de marche sur lequel on a travaillé justement, c'est un test de marche de 5 minutes. La personne, elle est en consultation avec son médecin, il lui propose le test de marche, elle vient marcher 5 minutes et on vient la filmer. L'objectif, c'est de faire le petit squelette que vous avez à droite, c'est de faire ce jumeau numérique, une vraie copie de la personne en train de marcher, sur laquelle derrière, on va pouvoir faire plein d'analyses. Et c'est la deuxième brique, deuxième verticale que vous allez voir à droite. Et que ce jumeau numérique, en fait, on va venir le décortiquer dans tous les sens, avec l'idée d'aller plus loin que justement cette simple analyse de la vitesse de marche. Et on va venir analyser plus de 200 paramètres et venir, en fonction de l'arrangement des paramètres entre eux, extraire justement des signatures motrices particulières en fonction de l'état fonctionnel et structurel de la personne, et notamment, justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, mettre en avant la signature motrice du syndrome MCR. Donc concrètement, vous recevez votre patient, vous lui proposez un test de marche de 5 minutes, il marche pendant 5 minutes, une fois que les 5 minutes de marche sont terminées, le système tourne, et c'est tout en local d'ailleurs, et une fois que le système a terminé ses calculs, il vient proposer au soignant un score qui va lui permettre derrière, en fonction du contexte clinique, de savoir s'il est sur quelqu'un à risque ou pas en face de lui et ce qu'il peut mettre en place. L'autre avantage, et je passerai assez vite là-dessus, c'est que quand on va plus loin dans la signature motrice et qu'on arrive à identifier précisément ces dernières, en fait, on se rend compte que c'est des indicateurs qui bougent très vite. Donc, quand vous avez un patient en face de vous à qui vous allez proposer en fait une stratégie thérapeutique pour améliorer certains symptômes, des fois, c'est difficile de savoir si ça fonctionne bien. Donc, souvent, voilà, c'est un petit peu la clinique de manière empirique qui peut parler. Ce qui est intéressant avec ces biomarqueurs moteurs, en fait, c'est qu'ils sont très sensibles. Là où le patient va vous dire, moi, je ne sens pas trop de différence, et vous allez vous rendre compte que, en fait, effectivement, d'avoir donné tel médicament ou telle mesure d'hygiène de vie, en fait, c'est en train de faire la différence. On a un système qui est en train de corriger sa trajectoire. Et c'est ça qui intéresse particulièrement les médecins, c'est d'avoir, ce qui a été écrit en bas, c'est d'avoir accès justement à des informations qui étaient jusqu'à présent invisibles pour tout. Je vais aller assez vite. Le système, souvent, on va avoir tendance à les orienter sur les plateaux ambulatoires. Il y a des tapis de marche partout. Et si ce n'est pas le cas, et notamment en médecine de ville, parce que ce passage à l'échelle, qu'il puisse y avoir plein de gens à le faire, si ce n'est pas possible, en fait, d'avoir un parcours de soins coordonné et notamment de travailler avec les kinés, de travailler avec les podos, avec toutes ces personnes-là qui sont déjà équipées de tapis de marche. L'idée, c'est de tenir dans ce qu'on appelle la fameuse consultation Doctolib, d'environ 10 minutes, test compris, d'avoir le résultat en direct et puis d'avoir cette capacité à avoir un parcours de soins qui s'organise autour de cette solution-là et qui puisse être intéressant pour tout le monde. Ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça qu'on a voulu pousser dans cette direction-là, c'est que dans les échanges qu'on a justement avec les assureurs et notamment l'assurance maladie, on se rend compte que ces tests-là sont déjà en théorie remboursés.
Simplement, ils ne sont pas utilisés parce qu'ils sont parfois un peu pauvres. Et l'idée, justement, c'est de pousser un petit peu quelque chose qui a déjà un précédent réglementaire. Pour arriver là, l'idée, c'était de collaborer. C'est vraiment dans l'ADN du projet. Donc, il y avait ce jumeau numérique qu'il fallait faire. Alors, vous savez que l'accès aux données de santé, ce n'est pas toujours facile. Donc, nous, on l'a fait surtout en travaillant avec des sportifs ou en travaillant dans des cadres un peu à côté de la santé, parce que ça nous permettait d'aller un peu plus rapidement, droit au but sur la partie jumeau numérique. Et ensuite, de venir de plus en plus creuser le sujet pour aller sur le cas d'usage que je vous ai présenté juste avant. Donc, avec tout un tas de partenariats universitaires qui sont en France, mais aussi aux États-Unis, avec en noyau central justement le consortium Présage, avec à venir justement pour creuser cette partie parcours de soins qui est essentielle en fait à l'application de ce type de projet, des CHU qui sont rentrés dans la boucle, donc le CHU d'Angers, le CHU de Lille, le CHU de Nantes. On a une étude sur 900 patients qui va durer 2 ans, qui va se lancer début d'année prochaine, avec donc ces 3 CHU et l'Université de Caen. Et puis, voilà, avec l'idée derrière de complètement creuser le parcours de soins et de savoir, OK, on a un moyen d'avoir quelque chose de relativement portatif et de le mettre dans les parcours de soins. Par contre, il y a plein de petits détails à régler. Et donc, il faut qu'on puisse avoir des partenaires sur le terrain pour pouvoir le faire. Et voilà, avec aussi beaucoup de chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent au quotidien sur la partie publique de la région normande, en passant par le Gérontopole et la Normandie Incubation. Donc, je vous parlais de cette étude de 2 ans là, qui va partir l'année prochaine. L'idée pour nous, c'est de creuser encore davantage ces signatures motrices, et c'est surtout d'agir sur ça. C'est d'agir sur cette errance diagnostique où les gens vont faire, on en parlait ce matin, vont passer peut-être par la dépression ou par des choses comme ça, avant d'arriver chez le neurologue ou chez le gériatre. C'est de pouvoir avoir quelque chose qui soit beaucoup plus fléché et qui puisse permettre d'avoir en fait une prise en charge adaptée, et le mot est important, qui soit beaucoup plus rapidement proposée aux patients. Donc, comment ça fonctionne? L'idée pour nous, en fait, c'est d'avoir, suite à l'analyse de votre signature motrice, un système de scoring basé sur grosso modo 3 niveaux. Si vous êtes en dessous de 30, vous vous éloignez très fortement du MCR, donc a priori, ça va bien. On pourra refaire un test, mais voilà, il n'y a pas de nuage. Si vous êtes entre 30 et 70, c'est à surveiller. C'est plutôt votre médecin généraliste qui va le faire en fonction du contexte. Si vous êtes au-delà de 70, vous êtes quand même très, très proche du MCR. Et donc là, on organise une consultation spécialisée. J'insiste sur un point hyper important, parce que c'est une remarque qu'on a souvent. L'idée, ce n'est pas d'amener un coup près aux gens. Ce n'est pas de leur dire, regardez, là, dans 30 ans, c'est Alzheimer pour vous. Donc, merci, au revoir, rentrez chez vous. L'idée, c'est de leur dire, il y a de l'espoir. On a vu les stats, c'est 1 chance sur 2 déjà de venir rendre réversible cet état. C'est-à-dire qu'on peut vraiment sortir les gens de cette trajectoire de vieillissement qui part du côté de la pathologie. Et quand bien même on n'arriverait pas à le faire, on peut retarder l'apparition des symptômes. Et ça, quand vous arrivez à la retraite, etc., de gagner 5, 10, 15 ans de qualité de vie, c'est-à-dire de vieillissement de qualité de vie, parce qu'on parle toujours de longévité en disant l'idée, c'est de vivre 120 ans. Mais en fait, la longévité, ce n'est pas vivre 120 ans. La longévité, c'est vivre longtemps en bonne santé. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire les dernières années de ma vie, autant qu'elles soient de bonne qualité. Et ça, on peut le faire justement avec des approches comme celle-ci qui sont vraiment porteuses d'espoir. Je finirai rapidement sur le rôle du médecin généraliste qui, pour nous, est hyper important parce que c'est un peu le pivot. Ça va être le pivot justement de cette organisation avec les auxiliaires de santé, avec les spécialistes. Et donc, c'est vraiment sur ça qu'on va travailler là, dans les 2 ans qui arrivent, avec l'idée de se baser sur ce système un peu de tour de contrôle ou de visu un peu comme ça. Parce que pour nous, le médecin généraliste, c'est le pivot naturel du système. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucun outil simple qui peuvent permettre de faire cette détection très tôt. L'idée, c'est vraiment de pouvoir l'apporter en s'intégrant justement dans cette mission longitudinale de suivi, avec l'idée de jouer sur la proximité. On ne veut pas que ce genre d'outil, je parlais de longévité, en ce moment, longévité, c'est un peu un thème en lien avec une médecine peut-être à 2 temps, une médecine de riches, une médecine de pauvres. Nous, l'idée, c'est vraiment que ce thème-là concerne absolument tout le monde. Et donc, pour que ça puisse être fait, il faut qu'on puisse avoir un pivot qui puisse actionner tout ça. Et donc, s'intégrer dans un parcours de soins qui puisse être déployé à grande échelle. On a demandé l'avis aux médecins généralistes, savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient, parce que ils auraient pu nous dire qu'on était fous et que ce n'était pas intéressant. Ils sont intéressés, clairement, pour proposer cette solution.
D'une manière assez étonnante, on se rend compte qu'il y a des médecins généralistes qui sont très au fait justement de cette partie prévention et d'autres qui sont au contraire assez éloignés. Donc c'est assez intéressant parce que ça montre vraiment un petit peu une certaine inégalité par rapport à cette vision de la prévention. Ils sont d'accord pour travailler justement sur ces parcours, sur ces parcours de soins. Souvent, les médecins généralistes typiquement travaillent avec une cohorte de kinés, une cohorte de professions paramédicales. Et donc l'idée, c'est de s'inscrire sur ce qui existe déjà, avec l'idée de ce médecin généraliste ça c'est un peu, on ne sait pas trop encore trop quoi en penser, c'est que certains veulent avoir le résultat pour pouvoir ensuite orienter la prise en charge, d'autres préfèrent déléguer avec des spécialistes. Mais voilà, l'idée pour nous, c'est de s'inscrire un peu sur cette dynamique-là et puis de pouvoir s'inscrire, comme je vous le disais, sur un parcours qui existe déjà. Je vous remercie. S'il y a des médecins généralistes dans la salle, je vous ai laissé le QR code d'un questionnaire qui dure 3 minutes. Il y a 3 questions. C'est justement pour avoir votre avis sur ce parcours de soins coordonnés. Donc, on est volontiers preneur. Ou si vous connaissez des médecins généralistes, n'hésitez pas à le faire suivre. Ça nous permettra de détailler un peu tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Attendez, peut-être qu'il y aura... Voilà. Une simple question. Ce genre de test, est-ce qu'il serait ouvert à des infirmières azalées? Comme si. On aimerait bien. On aimerait bien, typiquement, on se rend compte que sur notamment les CHU, les plateaux ambulatoires, on se base beaucoup sur les infirmières pour passer ce type de test. Donc, l'idée, c'est de voir effectivement si on ne pourrait pas s'inscrire dans cette logique. Je ne peux pas vous dire oui, mais de notre côté, ça serait hyper intéressant parce que pour nous, c'est des relais de premier plan pour ce type de test. De ce que j'ai compris du syndrome cognitivo-moteur, il y a 2 volets. Il y a la vitesse de marche et puis il y a la capacité à prendre une décision, à réfléchir en situation de mouvement. Et ce volet-là, du coup, ce dernier volet, je ne l'ai pas vu dans votre test. Vous parlez de la vitesse de marche, mais du coup, qu'en est-il sur cette combinaison avec un acte de prise de décision, de réflexion? Alors, je laisserai Leslie préciser, mais en gros, la définition du syndrome MCR, c'est une plainte cognitive subjective et une vitesse de marche ralentie. Ce qui fait qu'en théorie, vous pouvez le tester sans avoir justement cette double tâche que vous allez mettre en place dans des tests. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et en fait, on arrive à dissocier les MCR sans avoir de la double tâche. Simplement en les regardant marcher, on a une signature motrice grâce à ces 200 paramètres qui nous permet de se passer de la double tâche. Alors, Jean-François, pour compléter un petit peu, c'est vraiment cette idée de gradation. À partir du moment où on est sur le tapis, il y a déjà une contrainte motrice et le système doit vraiment s'organiser. Et donc, on fait appel à des ressources cognitives, au contrôle cognitif pour s'organiser et organiser notre motricité. Là où on veut aller, c'est aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'une personne va déjà en locomotion, on va dire spontanée sur tapis, devoir se réorganiser. On va sensibiliser avec l'ajout d'une double tâche. Encore. Parce qu'en double tâche, la personne doit déporter une partie de ses ressources cognitives pour gérer cette tâche secondaire, ce qu'on fait la plupart du temps d'ailleurs, et en même temps, conserver suffisamment de ressources pour assurer son équilibre dynamique lors de la marche. Donc, en fait, finalement, la double tâche, c'est pour sensibiliser encore le test. Une mise à l'épreuve, quelque part. Merci pour cette présentation. En combien de temps se fait l'acquisition des données et l'analyse et l'obtention d'un résultat? Parce que je me dis, pour un médecin généraliste, ça peut paraître un petit peu compliqué déjà d'avoir le matériel, un tapis de marche, etc. Et en plus d'attendre les réponses, d'intégrer les réponses. Ensuite, enfin, vous parlez de parcours de soins, mais j'ai du mal à intégrer le parcours de soins dans la réalité du terrain, finalement. C'est une bonne question et pour le coup, c'est l'occasion pour nous de revenir sur effectivement ces durées de test. C'est 5 minutes de test de marche et après, il y a 5 minutes de calcul pendant lequel vous pouvez parler avec votre patient, etc., pour avoir le résultat. Donc, le résultat, vous l'avez dans les 10 minutes à partir du moment où vous avez commencé le test. Après, ce test-là, soit vous êtes en maison de santé, vous êtes sur un plateau technique de CHU, choses comme ça, et vous avez un tapis de marche et donc des auxiliaires de soins qui vont pouvoir faire passer le test et vous donner les résultats.
Donc ça, c'est typiquement le cas qui existe déjà. C'est un modèle qui tourne déjà et avec lequel on travaille. Et après, ce nouveau parcours de soins qu'on veut utiliser, c'est typiquement vous recevez votre patient en cabinet, vous êtes médecin généraliste, vous recevez votre patient en cabinet, vous dites là, j'ai une personne, alors il faudra voir un peu les triggers de décision, mais j'ai une personne à qui j'aimerais faire passer ce test-là, donc c'est à partir de grosso modo 55 ans. Et ben en fait, vous êtes en médecine de ville, vous n'avez pas la place pour mettre le matériel, vous envoyez la personne chez le kiné. Et typiquement, c'est le kiné qui fait passer le test et qui vous renvoie le résultat, comme si vous lui avez fait faire un bilan de marche parce qu'il s'était fait une entorse de cheville, typiquement. Question, et comment vous prenez en considération les facteurs confondants, les médicaments, la dénutrition, etc., etc., parce que ça doit altérer la vitesse de marche également et la signature de votre schéma de marche. Oui, c'est une très bonne question. Bah, c'est l'objectif du projet justement qu'on va mener l'année prochaine, c'est d'affiner encore cette signature motrice, même si aujourd'hui, peut-être que tu pourras même mieux répondre que moi, sur Présage, les patients qui ont été analysés, la signature motrice de ces patients-là a été extrêmement bien caractérisée. C'est-à-dire qu'ils avaient le bilan neuropsy, le bilan clinique, l'imagerie cérébrale. Et ce qui nous a servi justement de gold standard pour comparer la signature motrice qu'on avait, c'était tous ces éléments-là, de façon à éviter justement les événements confondants. Complètement, on a vu tous ces facteurs qui jouaient, notamment les facteurs psychosociaux, facteurs de réserve cognitive, le rôle des interactions sociales, l'isolement social est un facteur important. Et on ne prétend pas uniquement avec la signature motrice de pouvoir prédire le risque. C'est vraiment dans la combinaison de cette signature motrice et des autres indicateurs qu'on va pouvoir affiner le risque et aussi savoir sur quoi agir de manière individualisée pour cette personne aux stades les plus précoces. Voilà. Merci beaucoup.